Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan. Le Milan humilié par l'Inter, défaite 3-0 cet après-midi avec un doublé de Lautaro Martinez au 5e et 57e minute et un but de Lukaku en solo à la 66e. À mes côtés aujourd'hui, Nico, Erko et Aristip. Salut à vous. Bonjour. Salut. Nico, on a vu un Milan à la peine plusieurs fois depuis janvier. Ce résultat face au nouveau leader du championnat te surprend-il? Autant que le résultat soit autant brutal, oui, ça me surprend. Je m'attendais quand même à une défaite, vu notre forme du moment et vu la forme de l'Inter. Mais après, le 3-0, celui-là, je t'avoue que je ne l'ai pas vu venir. En plus, les tifosi, les jours précédents et le jour du match, étaient présents en nombre au stade. Donc, je m'étais dit peut-être que ça va leur donner un regain de force. Et on a été surclassés. Ce que j'ai du mal à expliquer quand même, c'est qu'à chaque fois qu'on perd cette année, c'est souvent des leçons. Alors, il y a eu l'Atalanta, la Juve, on a pris 3 buts, même si on n'a pas été mauvais. Lille, là, l'Inter, on prend encore un 3-0. La Spezia, la semaine dernière, c'est un 2-0, mais c'est une leçon dans le jeu qu'on a pris. Ce qui me surprend, c'est ça, c'est qu'en fait, c'est dès qu'on perd quand même, c'est toujours assez nettement, soit dans le score, soit dans le contenu. Et bon, et après, il n'y a pas grand-chose à dire. Peut-être que malheureusement, j'étais triste de dire ça pour un derby, mais c'est peut-être un mal pour un bien de se dire c'est terminé, on va tirer une bonne fois pour toutes un trait sur le titre. Et la dernière fois, je n'étais pas d'accord avec Erko en disant que l'Europa League devait être jouée. Et ben, moi, ça peut-être nous dire qu'il faut jouer l'Europa League à fond, car c'est pas un des matchs contre l'Étoile Rouge de Belgrade en milieu de semaine quand on a vu le niveau de cette pauvre équipe qui nous prend énormément d'énergie. On n'a tout simplement pas le niveau, malheureusement, pour jouer le titre. Voilà. Continuons sur le projet de base qui était l'une des 4 premières places. Malheureusement, le réveil aujourd'hui est peut-être est assez brutal pour pas mal de tifosi, dont moi, dont j'avoue quand même que ce 3-0, je l'avais vraiment pas du tout vu venir, vu les deux précédents derbys de l'année qu'on avait déjà eu, ou qui étaient vraiment très très accrochés, dont une fois où nous avions gagné. Voilà. Le problème, Aristide, c'est que ce genre de match a tendance à se reproduire. Effectivement, ça fait en 2 mois la quatrième défaite. Ça commence à faire beaucoup. Et c'est vrai que dès que le rythme s'élève, le Milan, on sent, est pris de vitesse. On a l'habitude de déjà pas très bien jouer quand les adversaires jouent au ralenti, mais alors là, face à l'Inter, forcément, ça fait mal. Ouais, ça fait très mal, effectivement, ça fait beaucoup de roost quand même, à chaque fois 2 à 3 buts d'écart sans marquer. Alors ça peut paraître surprenant ce que je vais dire, mais moi je pense qu'on perd le match clairement en première mi-temps. C'est pas la deuxième. Parce que à la première mi-temps, on met quand même 30 minutes, les 30 premières minutes sont catastrophiques côté Milan. On fait pas 2 passes. On est physiquement et techniquement complètement à la ramasse. Alors que je pense qu'en deuxième mi-temps, c'est tactiquement où on se fait bouffer parce que voilà, on a bien compris les intentions de Pioli à la 45e, puisque voilà, il y a quand même à la 46, 47e et 50e 2 têtes d'Ibra et un super tir de Tonali que Handanovic arrête, mais on a bien compris que c'était un all-in en attaque en seconde mi-temps, et voilà, après tu lances une pièce, soit on arrive à égaliser avec un all-in en attaque, soit on se fait contrer, et ben c'est tombé de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on s'est fait contrer 2 fois, donc mais on était obligé de la jouer offensive parce qu'on n'inquiétait pas du tout l'Inter pour moi en première mi-temps. Et voilà, en première mi-temps, c'est pour moi on le perd ce match parce que les 30 premières minutes elles sont catastrophiques, on fait pas de passes. Physiquement, je nous ai trouvé émoussés, on rentre pas du tout dans le match. Alors il y a un petit mieux à partir de la 30e minute, mais trop peu d'occasions quoi. Le petit mieux, c'était Zlatan et Théo qui ont mis un peu le feu à la défense sur des contres un peu favorables dans la surface. Mais à part Oui, ça, 33e, 38e, t'as raison, oui, c'est vrai. ouais, il y a eu, ouais, c'est ça. À partir de la 30e, on a un peu sorti la tête de l'eau, mais voilà, moi je pense que ce match, alors, c'est net et sans bavure. On s'est fait avoir sur des contres à Conte, qui a parfaitement joué sa partition. La défense et les milieux de l'Inter ont très bien joué. Mais pour moi, ce match, on le perd à la première mi-temps parce qu'on rentre pas du tout là-dedans et on se met en difficulté dès le début et après on perd confiance. Après, il y a des joueurs qui nous ont déçus. On se fait vraiment, pardonnez-moi le terme, mais défoncer à chaque contre où nos défenseurs sont vraiment à la ramasse. Et voilà, comme le dit Nico, c'est encore une défaite et c'est là qu'il va falloir se relever parce que ok, le titre, bon ça, on n'y croyait pas de notre côté à Casa Milan. Là, on n'y croit plus du tout. Au moins, c'est fait. Même si 4 points, c'est pas irrémédiable. Mais maintenant, va falloir regarder derrière nous parce que derrière, ça commence à revenir très fort. D'autant qu'on joue la Roma dimanche prochain.
C'est vrai, Erco, qu'on a vu un Conte, comme l'a dit à l'instant Aristide, qui a joué parfaitement sa partition. On a retrouvé son jeu un petit peu fait de contre-attaque, de cynisme, que moi j'aime bien, évidemment. Je vais pas supporter l'Inter, c'est pas la question, mais je veux dire, ce type de jeu, ce style de jeu, moi, me convient très bien. Et le Milan s'est fait évidemment bien déborder, alors son capitaine en tête, bien sûr. Mais le Milan est-il armé, d'après toi, pour jouer ce genre de rencontre à l'heure actuelle? Bah, je pense que d'un point de vue effectif, on aurait pu faire mieux, on aurait dû faire mieux. Mais je pense qu'aussi, comme Aristide, c'est que dès qu'on a encaissé 0-1, je savais qu'on allait avoir des problèmes parce qu'on rentrait parfaitement dans le jeu d'Inter, quoi. Ils marquent rapidement et après, ils n'ont plus qu'à défendre et partir en contre-attaque à la moindre de nos failles. Et c'est ce qu'ils ont fait parfaitement. On s'est fait manger à ce niveau-là, mais hormis comment dire, la défaite technique, ça veut dire qu'on perd le match surtout tactiquement. Parce que dès le début du match, quand tu vois que Pioli il met sur les contre-attaques, il met Romagnoli sur Lukaku, déjà, tu as compris que tu ne vas pas faire grand-chose, parce qu'on sait bien qu'il va se faire manger, et pendant tout le match, ça a été le cas. Donc, tu dois mettre quelqu'un beaucoup de plus rapide et de plus conséquent physiquement sur Lukaku. Tu avais Kessie ou Théo qui aurait pu faire le taf, mais ça n'a pas été fait. Il a préféré s'obstiner sur Romagnoli. Ça a été une catastrophe pendant tout le match. Ça a été la même chose avec justement avec d'autre côté avec Kiar et Martinez. Hein, ça a été aussi une victoire écrasante pour Martinez. J'ai pas compris pourquoi il n'a pas fait un changement défensif parce qu'en deuxième mi-temps, parce que je pense que si la base craque, il faut quand même la solidifier un petit peu parce que c'était que 0-1 à ce moment-là. Donc je pense que le changement défensif aura quand même fait un grand bien. Le changement qu'il fait après 2-0, qui était déjà tardif, c'est une catastrophe parce qu'il retire quand même avec Tonali. Je pense qu'en deuxième mi-temps, il commençait à bien rentrer dans son match offensivement. C'est pas lui que j'aurais retiré, et encore moins pour mettre un milieu défensif. Oui, tu as raison. Alors, Même chose. j'appuie ton propos, excuse-moi, mais j'appuie ton propos parce que j'ai trouvé Tonali très discret en première mi-temps. Mais c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, beaucoup plus entreprenant. Sa frappe du gauche aurait pu faire mouche. Et puis surtout, je le trouvais nettement meilleur dans les duels et surtout plus présent. Parce que c'est pas qu'il a fait vraiment une mauvaise première mi-temps en termes de choix, technique, etc. Non, c'est juste qu'on le voyait pas. Il était discret. Et là, Ouais, en voilà. deuxième mi-temps, ça allait mieux. Il l'a sorti à ce moment-là. J'ai trouvé ça étonnant. Ouais, je suis d'accord. Oui, je pense qu'il s'est un petit peu libéré. Il s'est peut-être dit, ouais, il n'y a pas grand-chose à perdre au final, donc on va peut-être tenter quelque chose. Il a joué un petit peu à la Benacer sur la deuxième mi-temps. Ça lui a bien réussi. Pourtant, il n'y a pas les qualités à la base puisque c'est un profil totalement différent. C'est un peu, enfin, c'est aussi le changement de ce Marcus, j'ai pas compris, parce qu'en deuxième mi-temps, ça m'a un petit peu mieux aussi, surtout quand on compare à Rebic, hein, qui était catastrophique, qui est resté quasiment jusqu'à la fin du match. Donc voilà, il aurait dû tenter quelque chose avant. Je pense que la défaite, elle s'est jouée sur 2 points. L'axe défensif, qui était catastrophique. Et chaque but, c'est quasiment une leçon de football que Conte nous a mis. Et la tactique et les changements de Pioli qui ont été vraiment aberrants aujourd'hui. Je sais pas, j'ai l'impression que Pioli, quand il est en difficulté, parce qu'il n'avait pas connu ça avant, parce qu'avant, l'équipe tournait parfaitement bien. Il n'y a pas eu de moment de crise avant. Et maintenant qu'on commence à avoir des difficultés dans le jeu, à avoir des équipes qui jouent mieux que nous, etc., tu as l'impression que quand il faut changer quelque chose qui ne tourne pas, ben, il est perdu, il ne sait pas quoi faire, alors il tente quelque chose au hasard. Quoi. Donc, et ça ne fonctionne jamais. C'est tout ce qu'il tente pour le moment, Pioli, c'est des échecs. Donc voilà, faut se remettre en question. Est-ce que c'est voilà une crise qui est due à tout le monde, ou est-ce que voilà c'est aussi un petit peu la faute de Pioli qui est peut-être pas forcément au niveau qu'on espérait par rapport au miracle qu'il avait comment dire, accompli à partir de janvier l'année passée. On verra d'ici la fin de la saison, mais en tout cas, c'est maintenant qu'on va savoir si c'est l'entraîneur qui nous parle ou pas, parce que voilà, on a une petite crise qui commence. On a un gros match encore contre à la Roma la semaine prochaine qui va peut-être définitivement nous dire si on est capable de viser top 4 ou pas. Donc on verra, mais voilà, il faudra changer quelque chose, ça c'est certain. Nico et Aristide veulent réagir, donc deuxième tour de table aujourd'hui. Nico, en plus de ta réaction, petite question, ne penses-tu pas quand même que le tournant du match, indépendamment de la supériorité évidente de l'Inter, le tournant du match, ce sont quand même ces arrêts d'Andanovic en début de deuxième mi-temps? J'ai du mal à croire que ce soit le tournant du match parce qu'on a tellement peu existé avant que s'arrêter à 5 minutes où réellement on a poussé, c'est vrai qu'on a 3 grosses occasions, dont Ah, mais 3 si parades. tu égalises en début de deuxième mi-temps, psychologiquement c'est quand même pas pareil. Je dis pas qu'on gagne, hein, attention, c'est pas mon propos, mais enfin quand même, on a peut-être un autre match. Oui, c'est sûr. Ouais, c'est sûr que si on les met au fond, on a un autre match aussi. Après, il faut pas non plus oublier. Donc, c'est comme si on disait si Lautaro ou Lukaku, ils ont une action pour la mettre en fond en première mi-temps, peut-être que 0, c'est peut-être pas aussi le même match. Je veux dire, malheureusement, on a tellement été surclassé que j'ai du mal à me dire que c'est ça qui a changé complètement la donne du match. Moi, j'aimerais plus revenir sur le fait, sur des choses qu'on n'arrêtait pas de dire dans cette émission. Est-ce qu'on était en sur-régime? Parce que, parce que là, Erco parle du mois de janvier avec Pioli, mais c'est pas depuis le mois de janvier que ça va mieux. Ça va depuis le retour du Covid. Ça veut dire depuis le mois de juin. Totalement d'accord avec toi sur ce point.
le dernier match avant le Covid, on perd à la maison contre le Genoa qui a joué le maintien jusqu'à la dernière journée. Et on fait un match piteux. Et on avait Je veux perdu le dire, derby peu de temps avant. oui, un derby où on avait fait une belle première mi-temps et en deuxième mi-temps, c'était fait complètement surclassé. Bon, après, on n'était pas à ce moment-là, on n'avait pas les mêmes ambitions. Mais Pioli est devenu un grand coach au mois de juin. C'est un grand coach depuis le mois de juin 2020. C'est pas un grand coach depuis 5-10 ans. Et aujourd'hui, Pioli, malheureusement, bah, il est comme toute l'équipe. Je pense qu'il a été en sur-régime. Quand tout va bien et que les résultats vont, bah, tu fais les bons choix. Ça aide plus facilement pour faire les choix, donner de la confiance. Et là, aujourd'hui, on est rentré dans le rang. Alors, malheureusement, c'est brutal, c'est lors d'un derby. Mais malheureusement, il y a eu des petites alertes avant. Je veux dire, le match de jeudi, pour ceux qui l'ont vu, on s'est arrêté de jouer à la 60e minute de jeu contre l'Étoile Rouge de Belgrade quand on a mis le deuxième but. Mais on a fait un match très moyen face à une équipe, franchement, de deuxième division, parce que c'était nul en face. Hein. Et on a sorti qu'un match nul de là-bas. C'est pas aujourd'hui, c'est pas que on parle du derby, mais c'est pas que ce match-là où on est passé à côté. Alors, c'est pas que la faute de Pioli. Il y a des joueurs aussi qui sont pas au niveau, parce qu'à la base, c'est les joueurs qui sont sur le terrain. Maintenant, on Oui, va parce que là, on avait commencer à... presque l'équipe type, hein, à part Benasser qui s'est blessé récemment, enfin cette semaine, Et bien sûr, on avait l'équipe type aujourd'hui. en faisant pas mal tourner en milieu de semaine, donc on n'a vraiment pas du tout à se plaindre. Après, c'est pas à la base, c'est pas les mêmes aussi les mêmes effectifs. L'Inter, dès le début de saison, jouait le titre. Nous, à la base, c'était une 4e place. Faut pas non plus aussi on y a cru un petit peu parce que bah, normal, les résultats étaient là. Bah, quand t'es champion d'hiver et que t'es supporter, c'est normal de commencer à espérer, mais on a toujours dit Et ici que ça l'Inter fait... était mieux armé que nous, c'est pas une nouveauté. Mais il faut pas oublier que mine de rien, au final, cette année, c'est triste à dire, mais contre les 3 meilleurs effectifs d'Italie, on a pris 3-1 contre la Juve, contre une petite Juve, on a pris 3-1 à la maison. On a fait 3 derbys. Il y en a un qu'on a gagné, l'autre on l'a perdu, alors peut-être à 10 contre 11, mais on l'a perdu quand même. Et là aujourd'hui on a pris une leçon, et on a pris une leçon à la maison contre l'Atalanta aussi. Ça veut quand même dire des choses, et face à Lille en Europa League, on a pris une leçon aussi à domicile. D'un moment, il faut quand même se rendre compte qu'il y a quand même des matchs, quand on y réfléchit un petit peu, dès qu'on a rencontré des effectifs d'un certain niveau, qui ont joué à leur niveau, ça a été malheureusement à chaque fois une terrible remise à niveau. Et bah, tant mieux. Après, je pense que les supporters ont eu envie d'y croire. Et c'est normal. On a tellement mangé notre pain noir depuis je sais pas combien de temps que lorsque tu as quelques résultats, bah, tu vas pas cracher dessus au bout d'un moment, surtout quand ça se répète. Mais malheureusement, ben, on peut pas non plus oublier toutes les années qu'il y a eu précédemment avec des joueurs qui n'ont pas été à un certain niveau. Et que quand le niveau s'élève, je dis pas que ces joueurs-là sont mauvais, hein, mais quand le niveau remonte à un certain niveau, ben, peut-être que ces joueurs-là, malheureusement, montrent aussi leurs limites et leurs carences. Non, et puis on l'a dit ici, Nico, on a vu des matchs, on avait parlé de l'Udinese, et je sais plus si c'était Parma ou je sais pas quoi, même les derniers matchs là, hein, depuis janvier, c'est vrai, contre les petites équipes, on n'était pas brillant non plus. Depuis le début de saison, je me rappelle, on disait au mois de novembre, octobre, voilà, on gagnait parce qu'il y avait parfois un penalty en notre faveur, parce que Zlatan nous sortait un petit miracle qui nous permettait de l'emporter, mais on n'était pas terrible, on n'était pas extraordinaire dans le jeu, et on voyait parfois qu'on était mis en difficulté, y compris face à des petites équipes, donc c'est pas totalement aberrant de perdre contre l'Inter. Effectivement, 3-0 c'est dur, mais c'est l'aboutissement finalement de choses qu'on avait déjà repérées un petit peu avant, même si en tant que supporter on essaie toujours d'y croire. Bon, Aristide attend depuis un quart d'heure pour s'exprimer, donc ça y est, c'est ton tour, et je parie, mon petit doigt me dit que ça parle de Tonali. Comment tu sais? Ah, parce que Ah, je te il est connais. fort. T'es trop fort. Ouais, bah oui, effectivement, je voulais aussi parler de Tonali et de Pioli en général. Mais pour en venir à Pioli, effectivement, je rejoins mes deux compères. J'ai pas vraiment compris, moi, les changements. T'as l'impression qu'il a attendu que Tonali et Saelmaekers rentrent enfin, Saelmaekers, il était à deux doigts de se prendre un deuxième jaune, donc fallait faire gaffe. Mais Tonali, il est allé crescendo un peu tout le match. Et au moment où t'as l'impression qu'il rentre enfin dans son match, qu'il est bien dedans, il le sort. Pour un Meïté qui a passé la rencontre comme un fantôme, mais après, bon, il y avait déjà 2-3-0, donc c'était compliqué. Mais ouais, pour revenir à la première mi-temps de Tonali, c'est là qu'on se rend compte qu'un Benasser nous manque énormément, parce que comme tu disais, MJ et c'est très juste, Tonali, on l'a pas vu, mais on l'a pas vu parce que, enfin, moi, du coup, je l'ai observé de longues minutes en première mi-temps, et c'est vrai que Romagnoli et Jair se passaient le ballon, et Tonali se cachait, en fait, était pris, mais assez timidement, hein, par les attaquants de l'Inter, sans
vouloir trop se démarquer et du coup la passe était impossible pour lui, donc il balançait des longs ballons devant ou sur les défenseurs latéraux qui n'en faisaient rien. Mais c'est vrai que Tonali s'est pas du tout montré trop timide en première mi-temps, ce qui fait qu'on a complètement déjoué et c'est là où un Bennacer, et je vais en revenir au second point, c'est un Bennacer aussi, voilà ce qui nous manque par rapport aussi au Milan qui était assez flamboyant, faut le dire, qui avait un jeu flamboyant l'année dernière, c'est Bennacer et c'est là qu'on s'en rend compte parce que Bennacer il récupérait énormément de ballons, mais il fluidifiait énormément le jeu. Et ce lien entre la défense, l'attaque, c'est Bennacer qui le faisait avant. Et finalement, Bennacer aujourd'hui, c'est une saison blanche quasiment pour lui. La dernière fois qu'on l'a vu, vraiment, c'était contre le Napoli. On a gagné de mémoire. Il avait fait un super match. Mais voilà, Bennacer nous manque énormément. Et moi, je pense pas qu'on ait été en sur-régime, du moins techniquement. Je pense aussi et surtout que l'équipe est complètement cramée physiquement. Et moi, honnêtement, les 30 premières minutes, quand j'ai dit que on s'était fait taper par l'Inter la première mi-temps, c'était pour moi physiquement et techniquement, mais physiquement on était un peu à la ramasse, on a essayé même contre la Spezia la semaine dernière, on était à la ramasse physiquement, on était tout le temps en retard sur les seconds ballons, tout le temps en train de glisser. Je pense que cette équipe pêche vraiment physiquement par son manque d'effectifs, plus que techniquement pour moi. Bien Erko, ça y est, c'est ton tour. T'attends également depuis un petit moment, donc vas-y. Mais c'est-à-dire que je me pose quand même une question quand même sur la préparation physique de l'équipe. Parce que, oui, c'est vrai que voilà, on sent qu'ils sont cramés quand même physiquement. Mais hormis ça, quand même, que tu regardes, ouais, tu vas prendre Benacer, Çalhanoğlu, Rebic, pardon, Ibra, Kiar et Roma. Les 6 joueurs ont été blessés plus ou moins au minimum 2-3 semaines, voire un mois. Et aucun d'entre eux, depuis qu'ils sont revenus, ils sont quand même automatiques. Parce que même Ibrahimovic, même s'il était bon de la tête, aujourd'hui dans le jeu aérien, il a tout gagné. Dans le jeu, c'est plus du tout ça. Tu as vraiment l'impression qu'il traîne une charrette depuis. Bennacer, avant qu'il se reblesse, les 2 matchs qu'il a joués, c'était franchement pas terrible. On sentait bien qu'il n'y avait aucune liberté technique créative. Donc on sentait bien qu'il traînait quelque chose aussi. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème au niveau de la préparation ou des kinés, comme on a souvent eu des problèmes avec le Milan Lab avant? Est-ce que voilà, les joueurs qui sont de retour de blessure, maintenant, est-ce que c'est peut-être amplifié par le Covid et le fait qu'ils soient justement en sur-régime aussi, parce qu'il y a quand même 2 matchs par semaine. Mais est-ce que c'est pas plus dur à l'heure actuelle de récupérer des joueurs qui sont blessés ne fût-ce que 3 semaines, un mois, comparé à avant, où ils pouvaient quand même revenir beaucoup plus facilement? Puisque les joueurs qui sont les moins bons pour un moment, pour moi, c'est les joueurs qui viennent de blessures ou qui ont été blessés à un moment ou à un autre de la saison. Donc, est-ce qu'il faut pas aussi remettre ça en question? Je ne sais pas. Bon, d'habitude, il y a les points positifs, il y a l'homme du match, il y a la bonne surprise. Mais là, je sais pas, on va peut-être regrouper ça en une rubrique. As-tu, Nico, quelque chose de bien, quelque chose de positif, quelque chose d'élogieux à dire sur un joueur milanais en fin d'après-midi, là, aujourd'hui? Le seul que j'ai trouvé, on va dire, qui a essayé, c'est Théo. Après, franchement, il a pas fait un grand match, mais c'est le seul qui a un peu essayé, qui a essayé de sonner un peu la révolte. Après, tous les autres, j'ai rien à retenir de positif. Malheureusement, on a vu plein de joueurs retomber dans leur travers aujourd'hui, peut-être remis à leur niveau aussi. Faut pas non plus enlever aussi la performance de l'Inter, qui a des joueurs, Lukaku, c'est un joueur, on n'en a pas un dans cette équipe-là, on a peut-être Ibrahimovic, mais Lukaku, il est en pleine forme, il est en pleine possession de ses moyens. Il a 28 ans, il fait partie du top 5 européen, peut-être en attaque. Et il est meilleur buteur du championnat. Est-ce qu'il n'a pas dédié son 3e but à Zlatan d'ailleurs? Paraîtrait-il, je t'avoue que après, j'étais peut-être pas tout vu à ce moment-là, mais c'est ce que a dit apparemment Philippe Genin, qu'il aurait dédié son 3e but à Zlatan. En tout cas, il a réglé le problème du combat Zlatan-Romelu Lukaku après l'histoire de la Coupe d'Italie. Ça aussi, ça a été net et sans bavure. Certes. Aristide. Bah, la meilleure chose qu'on ait fait dans ce match, c'est de blesser Barella, parce qu'après, à part ça, je vois pas pense vraiment. À l'Euro, hein. Ouais, mais bon, ça va être 2-3 semaines, hein, vu ce qu'il a fait, je pense que ça doit être 2-3 semaines. Oui, Mais ce sont pas les croisés, c'est pas Zaniolo, ça devrait non, c'est pas. Non, heureusement, non, ça, en plus, Barella, c'est un joueur que j'adore. Mais honnêtement, et oui. qui a encore été très bon aujourd'hui d'ailleurs. Bah oui, mais c'est le problème, c'est que contre nous il est toujours bon, mais de toute façon il est bon contre tout le monde. Bon Barella, pour moi, c'est. J'ai jamais vu mauvais depuis. Non, moi non plus. Depuis Cagliari, je l'ai jamais vu mauvais. Et c'est vrai que c'est un joueur extraordinaire. Non, plus sérieusement, c'est vrai que je vais rejoindre Nico. Théo a sonné la révolte, même si techniquement et surtout en première mi-temps, il perdait beaucoup de ballons dangereux. J'ai noté quand même beaucoup de pertes de balles quand il repiquait, vous savez, dans l'axe là, à la 19e et 21e, notamment coup sur coup où il demande une faute et il revient pas défendre. Sinon, je mettrais alors Théo, il y a Ibra aussi qui était le seul finalement à au moins mettre des têtes à la 46 et 47e, voire en première mi-temps, il a réussi à faire quelque chose, mais il va les chercher effectivement, quand même.
Comment? Il va Ouais, les voilà. chercher quand même ces actions parce Ouais, qu'il est vraiment ouais, il tout va les seul. chercher. Alors Les après, commentateurs les commentateurs que tu adores, hein, je le sais, ont à juste titre fait remarquer que Zlatan était très souvent esselé côté milanais dans la oui, bien surface, au sûr. milieu de plein J'allais y venir. d'interistes. Ouais, bah c'est vrai que parfois t'avais des gros plans et quand tu voyais Zlatan parfois tout seul dans la surface, entouré de 4, 5 interistes, et après les autres Milanais, Rebic, Makers et compagnie, en dehors de la surface. Tu te dis, mais. Et en plus, il gagnait les ballons de la tête, c'est pour ça que je le mets quand même dans mes tops, même À si. 40 ans. Ouais, c'est ça qui est impressionnant, et c'est là que tu te dis, bah ouais, quand ce sera plus Zlatan, qui va chercher ces ballons-là, quoi. Et alors après, ce qui m'énervait, c'est que quand Zlatan redescendait, notamment en première mi-temps, on centrait, mais du coup, il n'y avait plus personne. C'est ça le problème aussi. Mais ouais, voilà, Zlatan s'est débrouillé, Théo aussi, et puis c'est à peu près tout. Erco. Bah, j'ai pas trouvé que c'est mauvais, moi, personnellement. Même, ça fait quand même 2-3 matchs, quand même, qu'on joue très mal, qu'il fait toujours son match. Alors, certes, on est habitué quand même à ce qu'il soit omniprésent, que ce soit offensivement ou défensivement, mais il est présent, il a encore été là, donc voilà, sans dire que c'est l'homme du match, évidemment. Mais à l'image de Théo, ils font leur match tous les deux, malgré la déroute qu'on a pris, quoi. Donc, moi, je veux mettre Kessie dans les plus ou moins des petites bonnes surprises, voilà. Alors Nico, quelle est ta déception, ta mauvaise surprise de la journée? Je pourrais citer Romagnoli, mais malheureusement, ça devient une habitude. Il y a eu Calabria aussi qui n'a pas été bon, mais celui qui m'a le plus choqué, c'est Çalhanoğlu, que j'ai trouvé. Bon, on a revu le joueur en fait qu'on avait depuis 3 ans, c'est-à-dire que lui, pareil, on avait un joueur qui est transfiguré depuis le mois de juin 2020. Bah, on a revu le gars juste avant. Alors certains, Philippe Genin disait que c'était le Covid. Bon, bah, quand il est rentré contre Croton et qu'il a délivré 2 passes décisives, c'était un Covid positif. Là, c'est un Covid négatif. Donc, je sais pas ce qu'il faut trop dire, mais il a une super opportunité en fin de première mi-temps où il donne la balle, il donne un très mauvais ballon à Rebic, Ah, alors que, 44e, t'as raison, oui, c'est vrai. alors que je pense qu'il doit tirer. Mais bon, quand tu demandes 5 millions net de salaire, malheureusement, toujours ces trucs-là, ça revient, ces moments-là, hein, ces histoires de salaire. Mais quand tu demandes un salaire de 5 millions net, c'est pour être décisif dans des moments aussi importants. Et là, aujourd'hui, il a été aux abonnés absents, alors que c'est le numéro 10 quand même. Le numéro 10, ça représente quelque chose dans le football. C'est le mec qui a la création des actions, qui a la base de tout. Donc, ouais, c'était un joueur que je commençais à prendre un petit peu en sympathie avec ses prestations positives. Mais bon, pareil, quand ça va mal, il disparaît aussi très rapidement, ce joueur, finalement. Donc, malheureusement, c'est un dur retour à la réalité pour pas mal de joueurs. On pensait que ça allait beaucoup mieux. Alors, j'ai pas envie de tirer des conclusions après une défaite 3-0 lors d'un derby, mais c'est tellement dur que on verra la suite dimanche. Il y a la Roma, ça va permettre de pouvoir. Parce que je n'ose espérer une seule seconde quand même que jeudi, ils puissent se faire éliminer face à une équipe aussi faible à la maison. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on perde quand même pour se faire éliminer. Je ne même pas l'imaginer une seule seconde. On verra dimanche contre la Roma pour dans quel état est notre équipe. Mais bon, c'est vrai que Çalhanoğlu, qui avait remis pas mal, je pense, de supporters avec lui depuis quelques temps, dès que le niveau s'élève, c'est très dur en tout cas. Après, on sait que Çalhanoğlu n'est pas un joueur de caractère, hein, on avait déjà remarqué ça par le passé, et on avait même fait le lien, alors ça avait été contredit par certains, mais enfin on avait fait le lien ici entre comment dire, les prestations de meilleure qualité de Çalhanoğlu et l'absence de public, hein, l'absence peut-être de pression supplémentaire, donc ça peut jouer, et là effectivement, comme tu le dis, dès que l'équipe sombre, il sombre avec. Aristip. Au niveau de mon flop, enfin, ma première déception pour moi ce soir, enfin aujourd'hui, c'est Romagnoli. Romagnoli, enfin, je suis, De gala. ouais, là, Romagnoli, c'est Romagnoli de gala, hein. Alors là, qu'on adore ou pas Romagnoli, là, je pense que, pour moi, il vient de livrer l'un de ses pires matchs avec Milan, hein. Et ça tombe contre l'Inter. Et franchement, Lukaku, aujourd'hui, il s'est régalé, hein. Alors, il n'est pas le seul, hein, évidemment, que Gère, son compère, qui a fait des bonnes choses aussi. Faut le souligner. Alors après, Philippe Jonah dit qu'il allait faire un bon match. J'irai pas jusque là parce que je me demande où il est sur le second but de Lukaku qui part tout seul. Je sais qu'il y a Kessié qui est à la base sur Lukaku, mais il est pris de vitesse. Mais que Jair, je vois pas où il est, donc il laisse un peu Romagnoli tout seul. Mais ouais, le match de Romagnoli, c'est quand même une catastrophe aujourd'hui. Dès la 5e minute, il se fait manger par Lukaku en vitesse. Après, il est pas au marquage. C'est Gjer qui vient sauver en contrant le centre pardon de Lukaku qui vient sauver un peu la baraque avant de rater son marquage sur Lautaro Martinez. Mais et puis après voilà, à la 65e, il prend un bouillon face à Lukaku qui lui met une vitesse incroyable. Alors OK, Lukaku va vite, mais tu te dis il a tellement enfin il part tellement de loin
il peut que aller de ce côté-là, sachant qu'il y a Calabria, ou je sais plus si c'était Calabria, ou plutôt Théo Hernandez qui est de l'autre côté, et il se prend quand même un bouillon, et en plus Lukaku enfin il y a but quoi. Enfin, le plus triste dans cette journée, c'est que il y a tout qui rentre pour l'Inter aussi. Donnarumma, il a pas fait grand-chose. Il a fait une ou deux parades à la 36e, à la D'ailleurs, 63e. sur le troisième but, il peut pas faire mieux. Oh non, ça va vite. Je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Parce que il la met quand même Moi, je petit pense comme filet. toi, Hein. MC. Tu penses qu'il peut faire mieux? Ah, mais... il est quand même. Je sais pas, on a l'impression qu'il a pas envie de tendre la main. Alors peut-être qu'après, Lukaku, il tire tellement fort, on se rend peut-être pas compte. Hein. Ouais, pour moi, il est prêt, il tire fort et il tire petit filet quand même. Ça va vite. Je pense qu'il peut difficilement mieux faire. Après, c'est vrai que Je- Romagnoli, j'ai longtemps pensé qu'on finirait par le retrouver. Je commence à douter. Là, Parce ouais. c'est vrai qu'il est très très loin du Romagnoli qu'on a connu. Alors, c'est vrai aussi qu'il est pas non plus, il a pas 35 ans, hein, mais là, ça fait quelques mois que ça s'enchaîne. Alors, contre les petites équipes, évidemment, ça se voit moins parce que l'adversité n'est pas, enfin, comment dire, l'opposition n'est pas la même. Ouais. Mais là, c'est vrai que face à Lukaku, tu vois qu'il a la charrette et tu le vois dès le début du Ah, match. Donc, on peut même pas prétexter une fatigue ou quoi que ce soit. Non, c'est pas la 90e, c'est le début du match. Donc, j'ai beau le défendre, enfin le défendre depuis ouais. des mois, je reconnais ses piètres prestations, attention, mais dire simplement qu'on l'a connu meilleur et qu'on pense, enfin, je pense qu'il peut redevenir celui qu'il a été, j'avoue que ça commence à, comment dire, ça commence à s'estomper cette pensée, voilà. Ouais, c'est sûr, bah, ça rejoint un peu effectivement le débat qu'on avait il y a quelques mois. Mais moi aussi, j'espère revoir le Romagnoli, mais il me paraît quand même très loin de son niveau d'avant. Et surtout, ce que tu viens de dire, MJ, c'est vrai, c'est que il a pas 35 ans, mais moi, il en paraît plus de 30. Mais il a quel âge, Enfin, 25, 26, c'est ça? oh, non, ouais, je crois qu'il a 27 maintenant, ça doit être À 26, 27, enfin 27. Ouais, il a 27, t'es 27. en pleine Il a possession de tes 27. moyens Bah normalement. oui, mais regarde, j'ai pas eu l'impression, j'avais pas le souvenir d'un Romagnoli très lent avant. J'ai l'impression qu'il est Mais pas c'est que ça. face à Lukaku. Là, il prend un bouillon, mais je Eh oui. trouve très très lent. Je trouve qu'il a perdu en vitesse. Mais est-ce qu'il n'y a Non? pas un facteur mental aussi? Je me demandais s'il n'y a pas un Peut-être, truc ouais. en plus. Est-ce qu'il doute pas justement face à des joueurs comme Lukaku, etc. Je ne sais pas, on n'est pas dans sa tête. Mais c'est vrai que là, il a le brassard de capitaine. D'ailleurs, il devrait le donner. Je pense que c'est pas, il s'est pas fait pour lui, ça, mais ça fait longtemps qu'on le dit. Ouais, c'est vrai. 26 ans, nous dit Nico, depuis début janvier. Donc il vient Ah, donc d'avoir tu viens de 26 les ans. Bon, avoir, ouais. donc il est pas, voilà, il a pas 40 ans, quoi. Donc c'est pour ça que j'étais assez optimiste en début de saison. Je disais bon, il revient de blessure, il va finir par retrouver son niveau. Force est de constater que ce n'est pas le cas. Nous verrons dans quelques mois. Je fais pas partie des gens qui brûlent leurs anciennes idoles si vite. Voilà, j'attends toujours un petit peu moi, mais c'est vrai qu'aujourd'hui ça se paye cash. Après, c'est pas comme si Romagnoli était le seul à avoir manqué son match. Hein. C'est particulièrement spectaculaire de son côté, mais autour de lui, on peut pas dire que ça a C'est été vrai. brillantissime non plus. Erko, Bah voilà, l'axe défensif a été quand même catastrophique. Donc, mais je pensais mettre Romagnoli aussi au début, parce que bah, c'est quand même devenu la petite chose de Lukaku maintenant. Mais, et attends Dzeko la semaine prochaine. C'est De légalement. quoi? Et attends Dzeko dimanche prochain. Ouais, mais je pense que c'est quand même encore plus compliqué de tenir Lukaku que Dzeko, C'est surtout vrai. à l'heure actuelle. Mais justement, voilà, le problème, c'est que c'est pas tout n'est pas de sa faute non plus, dans le sens que en phase de couverture, jamais quand Théo montait, jamais tu devais mettre Romagnoli en couverture sur Lukaku, parce que tu sais bien que c'était un échec, que ce soit physiquement ou sur la vitesse ou sur la forme du moment. C'était pas lui qu'il fallait mettre. Donc la faute est aussi de Pioli à ce niveau-là. Donc c'est ça que je vais pas enfin pas sur ce match en tout cas, pas l'enterrer totalement. Mais quand on parle de vraie déception, c'est quand même Kjaer qui, depuis le retour de sa blessure, bah, enfin, il est quand même à un niveau aussi catastrophique. Je veux dire, il est au moins tout aussi mauvais que Romagnoli sur ce match. À part que lui, lui, c'est la même chose contre Lautaro, quoi. Donc, alors certes, Lautaro, c'est un excellent joueur. Voilà, c'est pas non plus une honte d'être battu par lui. Mais 3 fois de cette manière-là, il n'a pas été aidé. On peut pas dire qu'il a voulu couvrir les erreurs de Romagnoli. Je pense que s'il a couvert, enfin, il aurait dû d'abord penser à couvrir les siennes. C'est même sur le deuxième but, pour moi, il est totalement hors sujet. Le deuxième but de Otaro, c'est aussi en grosse partie de sa faute. Donc voilà, c'est dur de taper sur un joueur quand voilà, défensivement les 4 joueurs ont été à la ramasse. Mais quand voilà, la vraie déception de ce match et de cette période actuelle, j'ai envie de dire, qui est aussi significative, c'est Kjaer qui n'est plus au niveau du tout. Et il faudrait faire un changement défensif. Même problème, c'est que retirer Romagnoli, c'est l'enterrer définitivement, parce que mettre le capitaine sur le banc, c'est quand même compliqué, quoi. Donc, moralement, je pense que ça l'enterrerait plus qu'autre chose. Donc, peut-être commencer à penser peut-être à retirer Clark, peut-être pour voir et le compenser avec Tomori, parce que Tomori a comme des qualités qui vont avec plus complémentaires, comme ça avec Clark ou avec Romagnoli, notamment sur la vitesse. Donc, il faut faire un changement, en tout cas. Et la grosse note négative aujourd'hui, pour moi, c'est bien clair. Ou passer à 5 défenseurs, mais ça va faire hurler dans les chaumières. Ouais, c'est compliqué. Ah, mais moi je suis pas contre, plus il y a de défenseurs, plus je suis content, vous le savez. Moi, si cette n'est qu'à moi, on jouera en 6-4-0. Mais bon, on va passer du coup au bonus. Hein. Nico, as-tu un joueur peut-être à mentionner que nous n'avons pas encore évoqué? Franchement, Calabria, malheureusement, pas dans le bon sens.
c'était limite le fait de se dire qu'il avait pu souffler contre l'Étoile Rouge, qu'il n'avait pas joué contre la Spezia. Se dire, voilà, tu récupères Calabria qui a eu la possibilité de bien récupérer pour le derby. Et pareil, on a revu le Calabria, comme Çalhanoğlu, d'avant Covid, complètement inexistant. Alors bon, lui, il est très rarement passé à l'AS ces derniers matchs. Mais bon, pareil, le voir complètement à côté de ses pompes et revoir le joueur aussi peu inspiré offensivement et défensivement, franchement, j'ai pas vu son apport. Il a été en grande difficulté mis par Perisic, hein. Le deuxième but vient de son côté. Qui n'est pas n'importe quel client quand même. Perisic qui fait pas une grande saison cette année, hein. Non mais qui a des qualités, hein, je veux dire. Oui, il a des qualités offensives, en passant. C'est vrai qu'on va pas C'est non pas plus Castillero, hein. C'est vrai, ni Makers. Mais... Drame en vue. mais voilà, en fait, c'est terrible parce que tu as l'impression que c'est un retour sur terre qu'on a eu aujourd'hui, de se dire que peut-être qu'on avait monté des joueurs peut-être à un certain niveau et qu'aujourd'hui on les retrouve malheureusement quand il y a une grosse affiche au niveau d'antan. Je pense que peut-être leur juste niveau et les être au milieu de tout ça finalement. Mais je pense que c'est surtout les prochains matchs qui donneront le ton et surtout le réel niveau de savoir où est-ce qu'on en est. Et peut-être au final, tant mieux qu'on ait un match face à une équipe de la Roma où il n'y aura pas d'excuse de pouvoir dire oui, les joueurs sont fatigués, parce que Erko a entièrement raison sur ça. Il a cité quand même pas mal de joueurs qui ont raté pas mal de matchs cette saison chez nous, qui ont été blessés. Et mine de rien, Pioli a fait tourner aussi en coupe, en Europa League, donc certains joueurs ont pu souffler. Là, on va jouer face à une équipe qui joue comme nous le jeudi, qui a joué le même nombre de matchs depuis le début de la saison. La Roma, qui a énormément de blessés. Donc, on va pouvoir jouer face à un effectif de même niveau. Après, la Roma, eux, a gagné leur match aller 2-0 et va pouvoir certainement jouer beaucoup plus tranquille leur match retour. Mais en tout cas, ça va permettre de jouer face à un effectif qui, à la base, faisant plus de notre taillé pour nous, de savoir réellement ce qu'on vaut, en tout cas. Et ça va être... le contenu va être surtout important, peut-être plus même que le résultat, le contenu va être plus important de savoir où est-ce qu'on en est. Aristide a déjà parlé de Tonali et Romagnoli, donc qui te reste-t-il finalement? Le dernier italien ou l'avant-dernier. Ah, j'en étais sûr. Je voulais pas parler de Calabria. En fait, je voulais parler de Calabria et... Le progressiste dans toute sa splendeur. Bah oui, non, mais moi je préfère parler dans le Calabria que... Enfin, mais pas pour les choses dont... Parce que Rebic, dont on croit, hein. Saelemaekers, tout ça, c'est... Honnêtement, je n'attendais pas Ils ont grand-chose. été tellement forts que voilà, ça justifie. Non, justement, j'en attendais rien. Mais je voulais venir sur Calabria. Ce que tu penses, vas-y. C'est que Calabria, tu vois, avant le match, quand j'ai vu les compositions d'équipe, je me suis dit, bah tiens, le côté droit, je le coche parce que je sais qu'il va le bouffer. Tu vois, j'étais confiant. Encore le côté gauche, etc. Lukaku, Romagnoli, que Jair, tu savais que ça pouvait être compliqué. Mais il y a un côté où j'étais vraiment sûr que ça allait bien se passer pour nous. C'était le côté droit avec Calabria face à Perisic, justement, et Nico en parlait. Et en fait, non, à notre grande surprise, et Nico le disait, c'est qu'on est revenu il y a 2 ans en arrière. Et où Perisic, qui fait pas une énorme saison, qu'on connaît un peu en Serie A maintenant, hein, alors qu'il n'est pas Saelemaekers ou Castillero, peu importe, mais effectivement, qui est pas non plus un joueur de grande qualité, du moins de ces dernières saisons. Et ouais, Calabria a été mangé en première mi-temps, et c'est pour en venir à mon second point, c'est que j'ai l'impression que les joueurs de l'Inter aussi se sont sublimés aujourd'hui, parce qu'on parle d'une mauvaise performance du Milan, mais faut voir ce que fait Perisic qui sort une première mi-temps, mais de feu. Faut voir ce que fait Handanovic qui sort des parades incroyables que Donnarumma n'a pas sorti, alors qu'Handanovic il est quand même à la ramasse depuis 2 ans maintenant à l'Inter. Je connais quelques interistes, honnêtement ils en ont marre de voir Handanovic et ils veulent recruter un gardien parce que Handanovic il fait beaucoup de boulettes et ce soir il a tout arrêté. Donc l'Inter qui a été minable en Ligue des Champions quand même, faut le dire aussi. Oui, faut le rappeler, l'Inter qui a été, Lukaku a été minable en Ligue des Champions. J'espère que tu nous feras ton bilan des coupes européennes bientôt là. Comment ? J'espère que tu nous feras ton bilan des Italiens, enfin des équipes soi-disant italiennes en coupes européennes bientôt, parce que tu fais ça régulièrement. Donc j'espère que tu vas nous rappeler un petit peu ce qui se passe pour tous ceux qui suivraient pas forcément. Écoute, ça va être mon mot de la fin. Formidable. J'ai hâte. Tu nous tiens au courant, c'est bien. Pour tous ceux, parce qu'on suit pas tous. Enfin, je sais pas moi, si tout le monde regarde la Juve, etc. en Ligue des Champions, si tout le monde a la fameuse chaîne RMC machin là. Ou si tout le monde suit ce que fait Naples en Europa League, j'allais dire Coupe de l'UEFA. Donc c'est toujours intéressant d'avoir le petit rappel d'Aristide, c'est très important. Erko. J'ai pas envie de citer un joueur en bonus, mais plutôt taper encore un peu sur entraîneur, parce que voilà, je trouve qu'aujourd'hui, non, mais voilà, pour aujourd'hui. Non, mais c'est bien, on est bon aujourd'hui, on est très bon les gars. Encore en italien. Ah oui, enfin ça.
Ah bah ouais, mais ça compte. Je n'avais même pas pensé, tu Non, vois. mais je veux dire, Vas-y, Arco, vas-y. allez, je veux dire qu'au moins 55% de la défaite pour viser bas, c'est quand même en partie de sa faute. C'est, voilà, l'équipe tourne pas trop depuis certains matchs, il fait quasiment pas de changement, il essaie pas de changer des choses qui ne tournent pas. Dès en termes de match, bah, déjà, comme j'ai dit, je vais pas répéter, mais pour moi, la couverture sur Lukaku, de Romagnoli, c'est une grosse erreur. C'est quelque chose de, voilà, je pense que tout le monde voyait ça. Le fait d'insister avec Rebic, qui avait déjà pas été impressionnant, mais qui avait en plus joué jeudi au météo, qui était beaucoup plus frais, et peut-être un peu plus ses côtés dangereux que Rebic n'y a plus depuis un petit temps maintenant. C'était une erreur. Tous les changements qu'il a fait en cours de match, à la mi-temps, il y avait deux choses qu'il n'y avait pas. C'était le côté gauche, offensivement en tout cas, et l'axe de la défense. Il n'a absolument rien changé. Il a fait un changement défensif après 2-0 en mettant Meïté à la place de Tonali, ce qui était aussi insensé. J'ai l'impression que voilà, il fait des changements pour dire d'en faire, pour montrer qu'il tente des choses, mais que lui-même ne sait pas ce qu'il fait. Il a l'air totalement perdu dans son rôle de censé être leader de Serie A. C'est une grande équipe qui veut gagner quelque chose, qui ambitionne à quelque chose de haut niveau. On parle des joueurs qui se résistent pas à la pression comme Calhanoglu, mais je pense que Pioli, c'est un petit peu la même chose. Et lui aussi, il a un peu de la chance pour l'instant de pas avoir les supporters. Parce qu'en Italie, on sait bien que c'est des entraîneurs, après un ou deux matchs ratés, ben, c'est directement sur la sellette par les supporters et les dirigeants. Donc, il a quand même beaucoup de chance aussi à ce niveau-là. Et j'espère qu'il va profiter de ça. Mais pour l'instant, c'est un flop total depuis le début janvier. Donc, même si on a gagné un ou deux matchs quand même, ça fait quand même depuis le début janvier quand même qu'au niveau du jeu, c'est plus du tout ça. Qu'on a gagné quelques matchs assez injustement peut-être. Mais voilà, c'est de gros flops aussi de ce match en tout cas. On passe au mot de la fin avec Nico. Moi, le mot de la fin, il n'a rien à voir avec le foot italien. C'est la victoire de Metz contre l'OGC Nice aujourd'hui. Car Metz, c'est ma ville d'origine, enfin, d'où je viens juste à côté. Donc, Metz est 6e du championnat de Ligue 1. Et On a encore le droit de ils ont venir gagné à Nice, Nico, parce que j'ai cru comprendre qu'ils allaient intensifier les mesures là, précisément dans ta région. Oui, oui, moi j'habite sur Nice même et on devrait avoir, si tout va bien, ça devrait être annoncé ce soir ou demain matin, un couvre-feu enfin un confinement pour le week-end. C'est-à-dire qu'on D'accord. aura le droit de travailler du lundi au vendredi et le week-end, il faudra rester à la maison. Enfin voilà, et j'étais content que Metz ait battu Nice, parce qu'en plus il y a une petite rivalité entre supporters, voilà, Metz est 6e et c'est très bien, je suis content pour eux, le maintien est quasiment assuré en Ligue 1. Bah oui, quand t'es sixième, en principe, t'as des chances de te maintenir. Aristip. Enfin, c'est comme Milan qui est premier en Oui, c'est Serie vrai. A. C'est vrai, ça devrait le faire. Mais il y en a un sur le forum, je sais plus comment il s'appelle, là, qui nous parle sans arrêt de maintien à tous les matchs là. Vas-y, Aristip. Du coup, comme évoqué, je vais parler des résultats des clubs italiens en Champions League et Europa League cette semaine, parce que comme vous le savez, ça me tient vraiment à cœur à chaque fois. Donc cette semaine, pour l'instant, en Champions League, on a eu qu'un seul match côté club italien, parce qu'il y a Porto en gros qui a affronté la Juve à Porto, et Porto a gagné 2-1 avec une prestation complètement insipide de la Juventus de A à Z. Et c'est Chiesa qui a marqué. Ouais, et c'est Chiesa qui a marqué, qui a été d'ailleurs le meilleur, j'ai envie de dire, le meilleur Juventini de ce match, parce qu'il y avait vraiment un néant footballistique. Et juste Aristip, excuse-moi de te couper, mais Oui. corrige-moi si je me trompe, j'ai l'impression que depuis son match contre Milan, il a franchi un palier. Moi j'ai lu Ouais. des articles très positifs sur Chiesa, sur ce début d'année civile. Bah écoute, tu vises juste MJ parce que effectivement, je sais pas si on l'a réveillé, mais c'est beaucoup. Alors, c'était pas mauvais, hein, il y a aussi un temps d'adaptation, Non, pas c'était du pas tout. mauvais tout au début, mais effectivement, il est régulièrement titulaire. Il fait ses matchs depuis 2-3 mois maintenant et ouais, depuis peut-être 2 mois, Chiesa devient de plus en plus intéressant. Puis Bernardeschi est d'ailleurs complètement sur le banc maintenant, hein. Non mais ça c'est normal. Oui, Bernardeschi Bernardeschi, c'est n'a un jamais été été un joueur transcendant, alors que Chiesa on avait quand même un peu sur Ouais, la mais pédale, tu même vois, si Nico pense pas du tout ça, hein, on le ouais, sait. c'est ce en que j'allais dire. Il y a fait, beaucoup de gens qui pensent que Chiesa Bernardeschi c'est kiff quoi. Si je peux juste rajouter un truc, on souhaite à Porto de finir le travail, bien sûr, dans 3 semaines. Ah bah, je l'attendais pas moins de toi, Nico. Vas-y, Aristip. Bah écoute, moi je suis pas totalement d'accord avec Nico parce que voilà, pour moi je répète tout le temps, mais Coefficient UEFA. exact coefficient UEFA et voilà, c'est la Champions League et l'Europa League, surtout la Champions, c'est vraiment la vitrine pour moi du football italien. On doit bien représenter l'Italie et on le fait à travers les clubs italiens. Donc Sans italien, honnêtement, je rappelle, mais vas-y. oui, sans italien, mais Alors, bien quand même représenter des l'Italie, Italiens, c'est toujours un peu drôle vu les joueurs qui sont alignés, mais je te laisse bien entendu continuer. ou du moins la Serie A.
Ou du Voilà, on moins va dire bien ça comme ça. représenter la Serie A et les clubs, Et de bientôt la Serie Super A. League, là ce sera déjà plus Et raccord. bientôt bientôt Ah la bah oui, Super League. parce que la Super League, il n'y a plus de nationalité, tout le monde s'en fout. Donc là au moins ce sera l'aboutissement de tout ce que les supporters progressistes et mondialistes adoubent et valident depuis des années. Ouais. Mais tu n'es pas visé bien sûr, tout va bien. Non, mais je me sens pas visé. Non, non, mais Et sérieusement, hein, tu n'es vraiment pas visé. Simplement, d'accord. c'est vrai qu'on Non, voit des gens qui, excuse-moi, encore une fois, je prends la parole, je devrais pas, mais il y a des gens qui, comment dire, valident ce système de mondialisation, oui, on va appeler ça comme ça, allons-y, et qui critiquent la Super League. Bah non, c'est l'aboutissement du truc, c'est le règne du fric. En se foutant complètement des racines, en se foutant ça c'est vrai. complètement de l'identité. Donc finalement, la Super League, c'est l'aboutissement de ce qu'ils veulent. Plutôt que de rester dans le juste milieu, allons-y jusqu'au bout. Alors évidemment, après, chacun choisira, hein, on pourra continuer à supporter les équipes nationales. Mais enfin, je suis désolé, faut être en accord avec ses idées jusqu'au bout. Voilà, Aristide. Et du coup, pour en revenir à Porto Juve, oui, bah moi j'espère quand même une qualification de la Juve, tout simplement parce que si la Juve est championne de Serie A, j'ai pas envie d'avoir un champion de Serie A éliminé par un club portugais en huitième de finale Champions League, ça fera vraiment tâche pour le Calcio. Donc voilà, mauvais premier résultat pour la Juve. Ensuite en Europa League, il y a eu Grenade-Naples, donc à Grenade. Naples s'est fait exploser par Grenade 2-0, donc Naples n'a même pas réussi à marquer un but à l'extérieur. J'ai vu le match, j'ai vu une partie du moins, et voilà, Naples, vous savez, c'est la seule équipe depuis janvier qui a à peu près le même niveau footballistique que le Milan, parce que c'est vrai que depuis janvier, la Lazio, l'Inter, l'Atalanta, ça joue mieux que nous, la Juve, etc. Mais Naples, c'est quand même compliqué en ce moment, et honnêtement, je ne les vois pas se qualifier au retour en perdant 2-0 à l'extérieur. Et enfin, il y a que la Roma qui a fait le taf en fait contre Braga puisqu'ils ont gagné 2-0 à l'extérieur, match totalement maîtrisé de la Roma d'ailleurs. Et ensuite, bah voilà, le Milan a fait 2-2, donc ça fait quand même 2 défaites pour l'instant, une victoire et un nul. En rappelant que l'Inter est éliminé de la Ligue des Champions, donc on fera les comptes en fin d'année, je te l'avais dit, mais le niveau de la Serie A n'est peut-être pas si transcendant que ça finalement. Nous verrons bien, hein, on jugera ça au mois de mai bien sûr. Nico veut réagir. Moi, je veux juste rajouter un truc, MJ. Alors, c'est pas pour te lancer des fleurs, parce que tu as parlé de la Super Ligue européenne, parce qu'en fait, ils réfléchissent à quelque chose qui créerait en fait plus d'intérêt, parce qu'en final, c'est toujours les mêmes clubs qui seraient, qui sont toujours en Ligue des Champions, qu'on voit toujours dans les derniers carrés. Et parce qu'en fait, surtout parce que les championnats, soi-disant, ont moins d'attractivité, parce que c'est toujours les mêmes champions, le Bayern, le PSG, la Juve en Italie, ou le Real et le Barça seulement en Espagne. Évidemment, Mais c'est il celui y qui a peut une... s'offrir les meilleurs mais, étrangers qui gagnent, il n'y a plus d'identité, mais donc c'est, et forcément, c'est voilà, c'est là plus que riche. et c'est là que je reviens à quelque chose que tu as toujours dit, alors peut-être pas le 8+3, mais si tu fais un 6+5 obligatoire, C'est ce que voulait Blatter, automatique, automatiquement, tu vas redonner de l'intérêt au championnat national. évidemment. Tu vas devoir reformer des joueurs, de savoir qu'il te Ah, faut 6 joueurs de ta nation sur ta pelouse en tant que titulaire. Et dans ces cas-là, aller chercher les meilleurs joueurs étrangers tu vas pas te ruer autant sur les joueurs étrangers, de savoir d'aller chercher le moindre joueur qui joue en Serbie, je sais pas, ou en Afrique, ou dans le championnat de France pour un pays étranger, d'aller le chercher le plus vite possible. Ça servira à rien, tu iras chercher seulement l'étranger si vraiment il peut t'apporter une plus-value à ton effectif. Et ça va redonner aussi quelque chose que malheureusement, moi, ce qui fait qu'aujourd'hui, je me désintéresse complètement des compétitions internationales, parce que je trouve que c'est d'un piètre niveau footballistiquement parlant, et d'avoir à l'époque, comme moi j'aimais quand j'étais plus petit, des équipes qui avaient un certain niveau de foot, enfin les grandes équipes, une grande équipe de France, une grande équipe, une grande squadra, une grande équipe des Pays-Bas. La Seleção, ça fait combien de temps qu'elle n'a pas une vraie équipe de ah bah depuis le ballon 7-0, ils ont... Non, mais même déjà quand il y avait le 7-0, malheureusement c'était annoncé, mais je veux dire, malheureusement, c'est ça que je veux dire, c'est qu'il y a le football des nations, et pour moi, est devenu franchement d'un niveau. Le niveau est tellement descendu qu'on a pu voir émerger, bah, tant mieux peut-être pour les petites nations, mais des petites nations remonter à certains niveaux. Mais c'est aussi parce que malheureusement, il y a tellement d'étrangers dans tous les grands clubs qu'ils ne font pas, ils ne font pas jouer, entre, on va dire, leurs joueurs de leur pays, voilà. et ce qui crée un nivellement au niveau du niveau, et malheureusement, c'est un nivellement, je pense, moi, vers le bas. Mais tu remarqueras, Nico, c'est toujours très important de le rappeler, que malgré tout, les supporters sont en masse pour les nations. Ça te montre à quel point il y a un attachement des gens pour leur nation, pour leur patrie, pour leurs racines. Et c'est ça que le football, depuis des années, a contribué à détruire. Et effectivement, je l'ai toujours dit, enfin tu sais bien que c'est mon discours depuis toujours en fait, j'ai toujours dit ça, moi, depuis l'arrêt Bosman, j'arrête pas de dire, on n'arrête pas de désitalianiser nos clubs, mais c'est pareil en Angleterre, c'est pareil partout, hein. Il y a eu quelques exceptions comme le Barça de Guardiola qui a d'ailleurs régné sur l'Europe, comme le Bayern même qui a réussi à gagner avec 6 Allemands titulaires, comme le Milan avec ses 7 Italiens en 2007, ses 6 Italiens en 2003, après l'arrêt Bosman, formidable, bravo à eux. Manchester également, je crois, qui avait finale
je sais plus si c'est en 2000, j'ai oublié quand ils ont gagné 2009 peut-être, non 2009 c'est le Barça, j'ai oublié, bon peu importe, mais ils ont battu Chelsea je crois en finale, il y avait 6 Anglais sur le terrain, bref, pardon. Ils avaient battu Chelsea au tir au but avec Rooney, il y avait Ryan Voilà, Giggs, c'est ça. après c'était de la grande Ouais, bataille, c'était. Paul Scholes, non. Ouais, 2008 juste Ce après. sont des équipes qui ont démontré après l'arrêt Bosman que c'était encore possible, eh bien d'être le meilleur en alignant une base nationale. Mais il est évident que si tu supprimes les associations de joueurs en club que tu pouvais transférer en sélection, parce qu'à la base c'est ça, Lizarazu, Zidane, Dugarry, même si j'aimais pas Dugarry joueur, c'était ça, c'était ce que tu retrouvais en sélection, le travail qui avait été fourni à Bordeaux. Eh bien on a vu l'Italie Juve à une époque, on a vu le Milan de Capello fournir également l'ossature en 94, le Milan champion d'Europe, eh bien des futurs finalistes de la Coupe du Monde, on rappelle perdu au tir au but contre le Brésil, et ça malheureusement tu peux plus le retrouver tout simplement parce que évidemment Çalhanoğlu peut pas jouer en équipe d'Italie, Dieu merci d'ailleurs. Donc forcément c'est plus difficile de trouver des matchs de qualité, mais malgré tout les gens sont là, les gens supportent leur équipe nationale et ça n'a absolument rien à voir en termes d'audience de télé, tout simplement, télé, radio, tout ce que vous voulez, internet, etc. Eh bien que les clubs. Et ça, les grands dirigeants là qui fomentent, qui sont en train d'essayer d'organiser une Super League ne l'ont toujours pas compris. Mais bon, le football c'est d'abord les supporters. Ça nous manque terriblement les supporters. Il y a quelques joueurs côté Milan à qui ça manque peut-être pas, mais nous supporters précisément à distance, ça nous manque, et surtout Nico, lui qui va régulièrement au stade, j'imagine que ça lui manque un petit peu quand même avec le Milan Club Vaucluse, faut toujours faire la pub, de se rendre à San Siro. Mais Arco n'a toujours pas donné son mot de la fin. C'est deux petits mots. Et donc le premier, c'est un petit peu lié justement à cette mondialisation, c'est que voilà, en parlant de positif, c'est que voilà, même si comment dire, d'un point de vue sportif, c'est pas une réussite pour l'instant Pirlo à la Juve. On peut dire comme ce qu'on veut, mais c'est peut-être le seul entraîneur en Italie qui a pas peur de lancer des jeunes, malgré la pression qui est sur lui justement, parce que voilà, on attend beaucoup plus de lui de la Juve pour l'instant. Et à chaque match quasiment, il lance toujours un jeune qui fera beau taille, encore en milieu de terrain ici récemment. Donc c'est un entraîneur qui a des convictions et qui les garde jusqu'au bout, malgré le fait qu'il doit avoir des résultats tout de suite et beaucoup plus que ça. Il continue à penser à ses méthodes de jeu. Voilà, ça passe pas, il se fait virer, tant pis, mais au moins il sera viré avec ses idées de jeu. C'est quelque chose que je respecte beaucoup parce que je pense que beaucoup d'entraîneurs actuellement sont un peu plus couillons que ça. Dans des moments critiques, on a peut-être peur de mettre des joueurs comme nous, on pourrait faire avec Maldini notamment, qu'on ne fait pas. Donc voilà, respect à lui pour ça. Et voilà, rien que pour ça, ce serait quand même bien de voir réussir, parce que voir des entraîneurs italiens apporter un vent de fraîcheur, il y a longtemps que j'ai vu ça. Je vais juste terminer aussi sur une idée qui m'a un petit peu passé par la tête et qui fera certainement pas une unanimité, mais vu le niveau proposé pour l'instant par Çalhanoğlu, et vu la qualité quand même de notre milieu de terrain, est-ce que ce serait pas une bonne idée quand même de repasser en 4-3-3, parce que ça permettrait de remettre Tonali à son vrai poste, qui est donc devant la défense, et donner plus de liberté comme ça offensive à Kessié et Bennacer. Ce serait peut-être une bonne chose aussi. Bennacer, je sais pas quand il va revenir, Bennacer. Oui, la gravité de sa voilà, blessure. Ouais, voilà. Donc, Nouvelles non, il n'y a pas. Enfin, en tout cas, il n'y a Apparemment, pas vu c'est pas très grave non plus. Ils vont D'accord. devoir prendre un petit peu plus de temps. Mais bon, remettre un 4-3-3, ça veut dire, il faut se rappeler comment Kessié il était dans le Caissier, ouais, c'est 4-3-3 ce que aussi. j'allais dire. Ouais, Caissier, pardon. C'est vrai que mais faut le retenter. Je pense que voilà, quand les choses ne vont pas, faut quand même tenter autre chose. Donc voilà, après voilà, Moi, c'est je comme vous tu dis dis, c'est vrai que 5-4-1. Kessié. De quoi? 5-4-1. C'est ça qu'il Ouais, faut. mais Tout bétonner. Ça Parce qu'on n'a parle- pas les joueurs pour, donc laissez tomber, faut oublier. non, déjà non. En plus, je pense que c'est quand même un peu dépassé, un gars. Quand Conte fait en Coupe Mais non, d'Europe, mais non. ça sert à rien, quoi. Je dirais, c'est à cause de ça aussi qu'il se fait manger, parce qu'en Ligue des Champions, son 3-5-2, 5-4-1 comme ça, là, c'est un flop. Donc, je pense que c'est pas une tactique qui marche encore à l'heure actuelle. C'est peut-être pas, en tout cas pas pour le football moderne. On verra. Parce que Conte, là, il s'est fait sortir de la Ligue des Champions. Effectivement, ils ont été minables. T'as raison de le dire. D'ailleurs, ça a dû faire plaisir à beaucoup de Milanistes dont je fais partie. Mais enfin, on jugera sur le long terme. Il est possible que Conte soit encore à l'Inter l'année prochaine et que l'Inter soit nettement meilleur l'année prochaine après avoir été encore renforcé. Donc, je les enterrerai pas si vite quand même sur la scène européenne. Ils se sont vautrés cette année, tant mieux pour nous. Mais c'est pas terminé. Ouais, mais je suis pas persuadé que Conte soit le genre de mec à se remettre en question. Donc, moi, je pense qu'il a persévéré comme ça dans sa tactique et ça ne marchera toujours pas, quoi. Donc, parce que T'en sais rien. T'en sais Quoi rien. Arco, tu n'en sais rien. ça marche contre des équipes comme nous pour l'instant, parce qu'on n'arrive pas à mettre de pression et de rythme. Mais quand tu vas en Ligue des Champions, même les petites équipes, elles ont plus de rythme que ça. Donc, c'est un jeu quand même qui est relativement lent, comme à l'Inter, donc qui est quand même basé surtout sur les erreurs des autres.
Et en Ligue des Champions, t'en as pas tout le temps, parce que même les petites équipes veulent se sublimer pour briller plus, et c'est pour ça que ça C'est marche vrai pas. que le Barça, par Donc, exemple, ne fait pas du tout d'erreur. Hein. Je sais pas ce que vous avez vu. Alors là, franchement, qu'est-ce qu'ils sont tombés bien bas, oui, ceux-là. mais non, bon, tu vas prendre des cas à part, mais tu vas quand même dire que généralement ton équipe joue mieux en Coupe d'Europe qu'en championnat, parce que la Coupe d'Europe, c'est quand même, normalement, c'est quand même un petit peu de Saint Graal pour les joueurs, ils veulent gagner tous avec des Et champions. l'argent aussi. Donc, et l'argent, évidemment. Donc, tu as plus envie de te donner à fond en Ligue des Champions contre Chelsea, contre Ajax, ce que tu veux, qu'en championnat, contre Lecce ou Lorient, tout ce que tu veux. Quoi. Donc bah, voilà, pour terminer, c'est juste pour dire que Conte en Europe sera toujours un flop tant qu'il ne se mettra pas en place. Bon, bah écoute, Erco s'est inscrit, il a posé sa plaque de cartomancienne. Bon, nous, ce qui est sûr, c'est qu'on se retrouvera dimanche soir prochain en fin de soirée, hein, puisque le Milan donc, se déplace à Rome à 20h45. Donc l'émission sera publiée dans la foulée. Bonne semaine à vous, salut! Ciao. Ciao. Salut!